Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Il y a 500 ans disparaissait Jérôme Bosch. Franck Ferrand nous parle de cet artiste si énigmatique cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Les tableaux de Jérôme Bosch sont peuplés de créatures étranges, sont constellés de détails irréels et je le disais tout à l'heure à Jean-Michel Apathy, carrément halluciné. Nous n'aurons pas trop des lumières de Serge Legat pour nous aider à y voir clair dans cet univers tellement décalé. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Floriana qui souhaite connaître l'origine de l'expression « faire chou blanc ». Oh, je suis certain qu'en regardant de très près, on trouverait des choux blancs dans les compositions de Jérôme Bosch. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le sourire de la Joconde de Léonard, l'attitude étrange de certains personnages de la Ronde de Nuit de Rembrandt, les jeux de miroirs, les mises en abîme des Ménines de Velázquez, on pourrait faire un catalogue des grands tableaux pleins de mystères, riches en énigmes. Le chef-d'œuvre de peinture dont je vais vous parler maintenant désarçonne d'emblée le spectateur, qu'il engendre la répulsion ou la fascination, quand ce n'est pas un certain malaise d'ailleurs. Le Jardin des délices de Madrid s'impose comme une œuvre bizarre, grouillante, déconcertante. On ne connaît avec certitude ni son titre original, ni la date de sa conception, ni son commanditaire. Son auteur, Jérôme Bosch, a été un peintre brabançon, actif aux alentours de l'an 1500, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, Anissa, il est mort en 1516. Cela fait donc 5 siècles qu'historiens, artistes et spécialistes en tout genre se cassent les dents sur ce tableau du Jardin des délices en essayant d'en expliciter le sens caché. Une seule chose est sûre à son sujet, on lui aura fait dire à peu près tout et son contraire à ce tableau. Plaçons-nous, s'il vous plaît, tranquillement en face de ce Jardin des délices. L'œuvre a la forme d'un triptyque d'autel. Elle comprend un grand panneau central et 2 volets plus modestes qui peuvent se rabattre, qui font donc chacun la moitié de la largeur du grand panneau. Lorsque l'œuvre est refermée, la face extérieure des volets forme une grande peinture d'environ 1,90 m sur 1,75 m. Cette image est le début de l'histoire que veut nous raconter l'artiste. Histoire qui s'enracine, tout naturellement, dans la Genèse biblique, mais à un moment bien précis puisque nous sommes au 3e jour de la création. Bosch nous donne à voir un monde à la surface plate, enfermé dans une sphère aux couleurs ternes et grisâtres. On y voit le ciel, on y voit la terre, on y voit les océans et puis toutes sortes de plantes étranges. Tout ça esquissé, en formation. Au-dessus de la planète, on perçoit Dieu dans l'ombre, un peu à distance, avec un verset tiré d'un psaume. C'est lui qui a parlé et cela arriva. Lui qui a commandé et cela exista. Et bien vite, l'œil s'habitue à cette ambiance assez sombre ainsi qu'au vide ambiant. Alors, on ouvre le triptyque et la surprise, lumière, couleur. À l'intérieur, sur les 3 panneaux, c'est une véritable débauche de vert, de bleu, de rose diaphane, de rouge intense, et puis ces centaines de plantes, de personnages et d'animaux, tous saisis en plein mouvement, comme une sorte de, si vous me passez l'expression, de cacophonie visuelle. À dire vrai, on ne sait pas bien à quoi prêter attention, tellement tout ça fourmille. Alors il ne faut pas se laisser déborder. De l'ordre de la méthode, nous allons nous pencher de plus près sur le tableau et commençons, si vous le voulez bien, à y chercher un sens par le panneau de gauche, qui lui a l'air assez clair. Dans une relative sérénité, on se situe au jardin d'Éden. Adam est face à Ève, l'un puis l'autre viennent d'être créés, ils sont nus, leur peau est d'un teint blanc très lumineux, Dieu est entre eux et les présente l'un à l'autre. On est au tout début de l'histoire des hommes, le Créateur est là avec ces 2 créatures humaines, le péché, notez bien cela, le péché qui doit provoquer leur chute n'a pas encore été commis.
Autour d'eux, on peut voir les étendues du jardin avec des arbres pleins de fruits appétissants, toutes sortes d'animaux, tantôt imaginaires, tantôt réels. Il y a une girafe, un éléphant, une drôle de licorne, des poissons, un paon même, que représente l'espèce de grande plante ou de haute fontaine rosâtre au-dessus de Dieu le Père, au centre de la composition. Je n'en sais rien et pour tout vous dire, je n'ai encore jamais trouvé d'explication très intéressante de la question. Ça sera intéressant d'avoir l'avis de Serge Legat dans un instant. Ce sera son défi de la journée. Alors, tournons-nous à présent vers le panneau de droite, donc à l'opposé dans le triptyque, de l'autre côté du panneau central. Il paraît bien être une représentation de l'enfer. Là, l'atmosphère n'est plus du tout calme et champêtre. Tout ne paraît que désordre obscur et souffrance. La vie n'est là que pour dévorer ou être dévoré. La nature a pourri, le monde s'est effondré sur lui-même. Au premier plan, vous avez une multitude d'hommes et de femmes qui hurlent, qui se débattent, victimes d'atrocités, comme au tympan des vieilles églises où l'on figurait le jugement dernier. Vous savez, certains sont attaqués par des animaux affreux, d'autres sont torturés, attachés à d'immenses instruments de musique un peu étranges. À l'arrière-plan, le monde est en proie à la guerre, aux pires sinistres, aux feux et aux flammes. Nul espoir ne semble pouvoir demeurer. Pour ce qui est de la symbolique, en tout cas, ces images à gauche du jardin d'Éden, à droite de l'enfer, appartiennent à une opposition classique de la création de l'homme aux affres de la damnation. Seulement voilà, l'énigme principale de cette œuvre profuse et fourmillante, son énigme réside dans le grand panneau central, entre le jardin d'Éden et l'enfer. La grande composition centrale hyper peuplée ne représente pas la fin des temps et le jugement divin comme on aurait pu s'y attendre. Là, dans un paysage immense et verdoyant, des centaines de personnages, tous jeunes, presque encore adolescents, sont en train de s'ébattre dans tous les sens. Alors on gigote, on discute, on mange des fruits géants, et puis on s'embrasse, et on s'embrasse, et on s'allonge à deux ou en groupe. On se laisse aller à des jeux érotiques. Les animaux également sont très présents. De nombreux hommes sont sur des montures, formant un cercle autour d'un bassin, quand d'autres s'amusent avec des oiseaux géants ou pénètrent à trois dans une sorte de carapace étrange. Tout ça peut paraître incongru, voire troublant, au beau milieu d'un récit biblique. Et on se dit qu'il doit bien avoir quand même une clé pour comprendre ce que Jérôme Bosch a voulu nous dire. Eh bien, cette clé reste à la découvrir. Un extrait de Carmina Burana sur Europe 1 de Karl Orff. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous avez décidé de nous parler du peintre Jérôme Bosch et vous avez décidé de vous arrêter plus principalement sur l'une de ses œuvres mystérieuses et énigmatiques, Le Jardin des Délices. Eh oui, alors, c'est que la vie de Jérôme Bosch est assez mal connue, la datation de ses œuvres est souvent imprécise. Pour ce fameux Jardin des Délices, les spécialistes ont proposé des dates très différentes, même si la toute fin du XVe, ou en tout cas la première décennie du XVIe, semble devoir être privilégiée. Quant aux commanditaires, alors là, on n'en sait rien. Pas mal de noms ont été évoqués, surtout au sein de la plus haute aristocratie bourguignonne. Ce qui est certain, c'est que le tableau est présent dans le palais bruxellois du comte Henri de Nassau-Breda en 1517. 1517, c'est juste un an après la mort de Bosch. Comme le suggère l'historien de l'art Hans Belting, l'œuvre fait probablement partie des curiosités que le maître des lieux aime montrer à ses convives. C'est assez rare, ça. Vous savez que, bien sûr, à une époque où la peinture est encore rare, elle est un art de l'élite, bien entendu. Avoir chez soi un ou plusieurs tableaux, c'est déjà en soi posséder une sorte d'attraction et de pouvoir sur les autres et sur la société. Mais
Une toile, plus exactement un tableau, un triptyque comme celui-là, c'est encore autre chose. Car évidemment, ce côté fourmillant d'énigmes ne peut qu'attiser la curiosité et l'on est en présence d'une sorte de chose incongrue. Peut-être y a-t-il déjà interrogation et le débat. C'est de cette époque que date le plus ancien commentaire conservé sur le Jardin des Délices. Il provient d'Antonio de Beatis, qui était secrétaire d'un cardinal, et dont on imagine l'étonnement en voyant le triptyque s'ouvrir devant lui. Parce que c'est ça qui est fort, c'est que vous avez ce premier panneau assez sobre, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis d'un seul coup on ouvre, mais sur quoi, mon Dieu? Voilà ce que nous dit Antonio de Beatis, cité par Reindert Falkenburg. Il y a divers panneaux avec diverses fantaisies où sont représentés des mers, des ciels, des bois et des champs et beaucoup d'autres choses. Certains personnages sortent d'une coque de moule, d'autres sont chiés par une grue. Il y a des hommes et des femmes blancs et noirs en diverses positions et accomplissant divers actes, des oiseaux, des animaux de toute espèce avec beaucoup de naturel, des choses si plaisantes et fantastiques qu'il est presque impossible de les décrire à qui ne les connaît point. Il semble que déjà, donc, à l'époque, le tableau exerce un certain attrait, en particulier ce fameux panneau central qui nous invite à une forme de jouissance sans fin. Une copie a même peut-être été réalisée avant la mort de Jérôme Bosch. Cela annonce bien d'autres copies par la suite, car comme le précise Hans Belting, une génération après la mort de l'artiste, on assiste à une véritable renaissance boschienne en contradiction avec la mode renaissance des italianistes hollandais. Or, bientôt, le destin du célèbre tableau va brusquement changer. Au XVIe siècle, vous savez que l'Espagne prend le contrôle des Pays-Bas. Mais ces provinces du Nord, qui sont en partie gagnées au protestantisme, font entendre leur colère contre la monarchie très catholique de Philippe II. Or, Philippe II, qui devient donc le propriétaire du Jardin des Délices par le jeu des héritages, c'est justement une des figures les plus remuantes parmi les opposants au joug espagnol. C'est un protestant bon teint, c'est Guillaume Ier d'Orange. Le duc d'Albe, qui a été envoyé par Madrid pour réprimer la rébellion, décide à la fin de 1567 de s'emparer de nombreux biens de son ennemi, et parmi les biens que le duc d'Albe va piquer, si j'ose dire, à Guillaume, figure évidemment le triptyque. L'œuvre semble d'ailleurs à son goût, puisque peu auparavant, il aurait voulu s'en faire donner une version en tapisserie. Vous savez, on adaptait beaucoup à l'époque les tableaux pour en faire des tapisseries. Le Jardin des Délices prend en tout cas la direction de l'Espagne, des Espagnes comme on disait à l'époque, et il va y rester, parce qu'à la mort du duc d'Albe en 1582, le triptyque est légué à l'un des fils du duc, qui lui-même le transmet un petit peu plus tard à la couronne, et voilà comment le Jardin des Délices va bientôt entrer dans les collections de l'Escurial. Mais alors que les tensions entre catholiques et protestants sont vives, une question se pose. Cette étrange œuvre venue du Nord et qui mêle des thèmes religieux et des scénettes érotiques, cette œuvre si bizarre ne serait-elle pas suspecte aux yeux de la religion ? Hans Belting nous éclaire. Il fallait commencer par laver le peintre du soupçon d'hérésie. Dans la collection royale, on était extrêmement sourcilleux à l'égard de toutes les œuvres où les questions de foi jouaient un rôle. Non seulement on voyait l'hérésie partout, mais depuis que les images étaient devenues un enjeu religieux entre protestants et catholiques, il fallait pouvoir les défendre contre les iconoclastes en établissant leur rigoureuse orthodoxie. Peu importait que Bosch lui-même n'eût pas connu la réforme, il s'agissait désormais d'établir que le peintre avait été injustement accusé d'hérésie, comme le moine José de Siguenza le fit valoir aux sceptiques qui avaient commencé leur travail de sape. Et on aurait tellement aimé que Jérôme Bosch puisse être rangé dans la catégorie de ces hérétiques dont on n'entendrait plus parler. Siguenza défend l'œuvre en s'attelant au redoutable exercice de son interprétation. Il va contrer tout de suite les critiques. Non, Bosch ne s'est pas livré à des facéties sans objet. Non, il n'a rien produit d'hostile à la foi. Au contraire, de la vie du religieux espagnol,
Le Jardin des Délices décrit bien, à travers tous les symboles étranges et complexes qu'il mobilise, décrit les dangers d'une vie livrée au plaisir de l'instant. C'est une mise en garde, nous dit Siguenza, que les auteurs ont tendance à rester comme lui pendant toute l'époque moderne dans une lecture essentiellement religieuse et morale de l'œuvre. Certains la justifient, beaucoup la critiquent, mais peu importe, on reste sur ce plan-là. Bientôt viendra le temps de l'exploration de nouveaux champs d'analyse, quitte à partir à ce moment-là un peu dans tous les sens. Une question se pose, un peu gênante évidemment. Jérôme Bosch aurait-il caché dans son œuvre des secrets nettement plus inavouables que ce qu'on avait cru pouvoir y décerner jusqu'alors? Restez avec nous sur Europe 1 pour peut-être découvrir ces secrets cachés dans le triptyque de Jérôme Bosch, Le Jardin des Délices. La suite d'Au cœur de l'histoire, c'est dans un instant. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire du tableau Le Jardin des Délices, signé Jérôme Bosch. Alors, vous nous avez laissé juste avant la pause, Franck Ferrand, avec un suspense insoutenable. N'est-ce pas ? Est-ce que ce tableau renferme des secrets plus inavouables que ce que l'on pouvait croire ? Ce tableau, il faut savoir qu'il est exposé au musée du Prado, dont c'est un des chefs-d'œuvre, bien entendu. Il y a toujours du monde devant, d'ailleurs, c'est assez frappant. On ne voit au musée du Prado que le tableau ouvert. D'ailleurs, c'est étrange parce que la muséographie permet aujourd'hui de dédoubler les panneaux, mais enfin, ça n'est pas le cas là. On pourra le voir, bien entendu, il sera le clou d'une exposition qui s'ouvre très bientôt, le 31 mai prochain, donc à Madrid, au Prado. Une exposition sur Jérôme Bosch, dont, bien entendu, le Jardin des Délices sera le grand élément. Il y a eu une autre exposition au musée de Bois-le-Duc aux Pays-Bas, mais qui s'est fermée il y a quelques temps, là, le 8 mai. Donc vous ne pourrez plus la voir, vous pourrez au moins acheter le catalogue si ça vous intéresse ou le commander. Alors, donc, pour répondre à votre question, Anissa, c'est vrai que depuis le XVIe siècle, les auteurs se sont plu à mettre sur la figure mal connue de Jérôme Bosch une sorte de masque qui, pour les uns, est le masque d'un hérétique, pour l'autre, celui d'un moraliste. À mon avis, on fait une double erreur. Mais bon, au XXe siècle, on décortique toujours, vous savez, avec passion, les indices plus ou moins probants qui sont présents dans le Jardin des Délices, mais de nouvelles grilles de lecture peuvent aujourd'hui être utilisées. Vous l'imaginez bien. De quoi affubler l'artiste ou son commanditaire, d'ailleurs, parce qu'après tout, il ne faisait peut-être que respecter les ordres très précis de quelqu'un qui le finançait. De quoi l'affubler de masques nouveaux. Par exemple, il devient, à 5 siècles même de distance, il devient un sujet d'étude pour les auteurs influencés par la psychanalyse. Et c'était encore plus vrai il y a 100 ans, évidemment, au moment des débuts de la psychanalyse. Il faut reconnaître que la vaste scène centrale, avec son espèce d'érotisme torride et bizarre, coincée entre Jardin d'Éden et Enfer, cette scène centrale ne peut qu'intriguer les amateurs de psychanalyse. Le Jardin des Délices apparaît notamment comme une sorte d'exutoire, une occasion saisie pour traiter de la sexualité dans ses déclinaisons les plus diverses, les plus variées, pour certains petits détails de la composition les plus extrêmes. Les surréalistes se sont également emparés de cette œuvre. Ils étaient un public tout désigné pour s'intéresser à Jérôme Bosch. Il est vrai que les situations absurdes constamment présentées par Bosch, l'univers extrêmement onirique de toutes ces figures, ces animaux hors de proportion, ces plantes hybrides, tout ça, de quoi interpeller, de quoi nourrir l'imagination. Et vous savez qu'André Breton a prêté à Bosch l'intention de coder son message aux yeux du monde. Autre piste développée, l'œuvre cacherait des références à l'alchimie, voire au discours d'une secte qui prônerait un retour à la pureté originelle de l'humanité, cette secte des Adamites sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure. Elle aurait été, nous dit-on, la commanditaire de l'œuvre. Même si ce genre de thèse a de quoi séduire, évidemment, on fonce systématiquement tête baissée dans chaque nouvelle explication, le fait est que au final, ça n'aboutit pas à grand-chose et que tout ça cadre assez mal avec ce que l'on croit savoir de Bosch. En effet, l'artiste, c'est vrai, était très original dans sa façon de traiter ses sujets, je ne vais pas vous dire le contraire,
mais il semble s'être inscrit dans le cadre du catholicisme de son temps. Et ça nous amène à une autre hypothèse, plus compatible avec les convictions religieuses probables d'un Jérôme Bosch qui n'était que l'enfant de son époque. Il aurait voulu montrer dans le panneau central une sorte de paradis travaillé par le mal, donc un faux paradis. Alors, vous allez me dire, c'est le prétexte à tout, ça. Enfin, c'est quand même intéressant de le resituer dans un contexte théologique. Les hommes victimes de l'influence du démon sombreraient dans ce paradis, dans une vie désordonnée qui les mène, somme toute, à leur perte. Il n'est que de voir ce que ça donne dans le panneau de droite. Enfin, beaucoup plus récemment, c'est donc notre Hans Belting, que j'ai eu l'occasion jusqu'ici de citer un certain nombre de fois, c'est un auteur allemand, qui a développé une autre idée. Il se dit que le panneau central du triptyque pourrait représenter le paradis tel qu'il aurait existé si Adam et Ève n'avaient pas succombé au péché. Peut-être influencé par son commanditaire ou par ses commanditaires, et aussi influencé beaucoup par la culture de son temps, Jérôme Bosch aurait pris l'histoire biblique à contre-pied. Il aurait proposé une sorte de paradis utopique, le paradis tel qu'il aurait pu être, donc utopique, le paradis tel qu'il aurait pu être, s'il n'y avait pas eu le péché originel, s'il n'y avait pas eu cette tentation de l'arbre de la connaissance, si, en quelque sorte, Ève n'avait pas été croquée dans cette satanée pomme. Il aurait, notre Bosch, développé une fiction qui, au passage, lui permettait de laisser libre cours à cette espèce d'inventivité hors du commun qui est la clé de cet artiste et dont il faudra bien quand même que l'on finisse par venir à bout. D'où vient cette espèce de cataracte, cette concentration de rêves tous plus étranges les uns que les autres? Un tel paradis, explique Belting, ne se trouve nulle part parce qu'il n'est jamais devenu réel. Il est ce qu'on appellerait aujourd'hui un monde virtuel. Le caractère scandaleux de l'œuvre vient de ce qu'elle déploie une scène érotique dans une perspective biblique. Rien n'indique que cette scène doive être comprise comme une représentation du péché. Et si... ça devient incroyable. Et si nous étions en face d'une des premières œuvres, non pas immorales, mais bien amorales de l'humanité? Ce serait extraordinaire, ça, non? Belting met en avant un certain nombre d'arguments pour étayer sa proposition et à sa suite on peut s'interroger sur un détail discret qui est en bas, à droite du panneau central du triptyque. On y voit un personnage, alors c'est tout petit, c'est le seul personnage qui soit vêtu dans la composition où tout le monde est à poil, si vous me passez l'expression. Ce personnage regarde en direction du spectateur et semble l'appeler à être particulièrement attentif et il désigne une femme qui elle-même est face à une pomme et la pomme n'est pas entamée. Est-ce que ce serait une Ève hésitante? Vous avouerez que la question mérite d'être posée. Quoi qu'il en soit, sans le péché, Adam et Ève auraient eu une descendance nombreuse qui aurait pu s'ébattre à loisir en toute innocence dans un paradis qu'imagine Bosch dans une sorte d'action non seulement rédemptrice mais libératrice de toutes les culpabilités qu'une humanité comme celle dans laquelle il se trouvait avait eu depuis tant de siècles le loisir d'accumuler et de suraccumuler. Le panneau de l'enfer à droite serait, par le contraste effrayant qu'il impose, simplement un rappel à la réalité. Parce que, oui, mais le problème c'est que vous le vouliez ou non, Ève a bien croqué dans la pomme. On le voit, les pistes de compréhension du Jardin des délices sont diverses, le débat demeure ouvert. Ça témoigne de la richesse de cette œuvre qu'on peut lire de toutes les façons. Ce qui est certain, c'est qu'on est littéralement happé par ce chef-d'œuvre, par ses détails, mais aussi par son ensemble, par son rythme, par sa force. C'est peut-être le fond même du génie de Bosch, une infinie capacité à déstabiliser le spectateur et à renvoyer chacun aux grandes questions qu'il pourrait se poser. Bonjour Serge Lega. Bonjour Franck. Merci d'être avec nous, nous avons beaucoup de pain sur la planche. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
On parle peinture cet après-midi sur Europe 1 jusqu'à 15h et on parle du peintre Jérôme Bosch et de son œuvre Le Jardin des Délices avec votre invité Franck Ferrand, Serge Legat, conférencier des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts. Alors j'ai entre les mains le très beau livre de Till Holger Borchert publié par Azan qui s'appelle Bosch par le détail. On vous présente dans la première partie du livre, un quart à peu près, les œuvres dans leur totalité et ensuite on entre comme avec une loupe dans les détails et quand vous entrez, ce que j'ai eu l'occasion et la grande chance de pouvoir faire souvent au musée du Prado à Madrid, mais là grâce à ce livre, quand vous entrez dans le détail du Jardin des Délices, alors franchement c'est très difficile de n'être pas saisi par une forme de vertige et il y a notamment des pages entières qui se focalisent sur, alors quoi? Mais je ne sais pas comment vous décrire ça. Ce sont des espèces de reliefs organiques qui ressemblent à d'énormes guimauves percées de, je ne sais pas si ce sont des acanthes ou si ce sont des aloès ou des espèces de créatures qui ressemblent à des crustacés. Bref, ce sont des créatures qui sont à la fois minérales, végétales, en tout cas organiques et peuplées de lances, de cerceaux, de bourgeons de toutes sortes, des petits oiseaux verts qui sont venus se poser, des petits individus, des petits personnages tout nus qui grimpent partout, qui ont l'air de faire toutes sortes de facéties. Il avait un peu fumé la moquette, ce Jérôme Bosch, Serge Legat. Effectivement, on aurait l'impression de nos jours que ce personnage est un petit peu dépossédé de lui-même. Alors en fait, ce qui est assez extraordinaire... C'est beaucoup plus élégant, votre façon de dire, hein, j'admire. Je vais le noter. Dépossédé de lui-même. Mais, bon cher Franck, ce qui ressort quand on regarde ce tableau, et qu'on regarde surtout le parallélisme entre le panneau de gauche et le panneau central, c'est à quel point on est dans un monde du triomphe d'une peinture extrêmement lumineuse, avec ces tons dont vous avez parlé, ces bleus, ces verts tendres, ces roses, et tout ceci donne une sorte de vertige, là aussi, puisqu'on est entre microcosme et macrocosme. Ça, c'est la grande force de Jérôme Bosch. On passe de l'infiniment petit à l'infiniment grand. On a des oiseaux qui font 3 fois la taille des personnages humains représentés. On a des êtres humains avec des fraises monstrueuses dans le dos qui sont comme partie intégrante du corps. Et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. C'est cette façon dont l'être humain se mélange à l'animal, se mélange au végétal. Il n'y a plus l'identité qui est l'identité physique. Sur le fond, on comprend qu'un André Breton ait pu être happé, fasciné par cette œuvre. Là, j'ai par exemple sous les yeux une sorte de canon qui ressemble à un gigantesque tuyau de poêle ou de cheminée et il est chromé avec des grosses arêtes. Ça finit par un grand entonnoir et cet entonnoir déverse comme un canon une pluie d'hirondelles, par exemple. C'est complètement fou. Donc ça, c'est surréaliste. Et puis, ça, c'est sur le fond et sur la forme, on comprend qu'un Salvador Dali ait été séduit par les jeux extrêmement raffinés sur la figuration, une figuration qui devient tellement hallucinée qu'elle en serait presque abstraite elle-même, en fait. Quasiment. Et c'est vrai que le surréalisme s'est nourri de Jérôme Bosch et tout particulièrement, je suis d'accord avec vous, Salvador Dali, parce qu'en plus, Salvador Dali a une écriture qui peut rappeler dans sa netteté l'écriture des tableaux de Bosch, qui sont des tableaux très dessinés, avec un contour très anguleux, très précis, exactement ce que fera Salvador Dali en son temps. Lorsqu'un incurable figuratiste comme je puis l'être se trouve face à certaines œuvres contemporaines, on lui dit mais ne cherche pas à comprendre, arrête de vouloir comprendre. Est-ce que la même injonction ne serait pas est-ce que la même injonction ne serait pas de mise face à Jérôme Bosch? Alors, je pense que ça, c'est ce que l'on aurait dit dans les années 60, 1960, c'est-à-dire une lecture où l'œuvre d'art se suffisait à elle-même. Je crois qu'au contraire, et vous l'avez très bien fait dans votre analyse du Jardin des Délices, c'est que justement chez Jérôme Bosch, il y a sûrement des choses à expliquer et il y a un cadre à resituer. Alors ce cadre est problématique, il est difficile à comprendre, mais on ne peut pas libérer l'œuvre de Bosch du contexte qui est celui de l'époque, qui est celui de la religion, qui est celui d'une époque de fin de siècle. Toujours les fameuses peurs de fin de siècle avec ce phénomène du changement, le millénarisme qui revient régulièrement. Et c'est vrai que l'œuvre de Bosch est sans aucun doute une œuvre qui ne se suffit pas à elle-même, si je puis dire, en tant qu'œuvre picturale, mais qui a vraiment une thématique et des thématiques à analyser. Alors, est-ce que, pour répondre rapidement aux questions que j'ai pour l'instant laissées en suspens, est-ce que Jérôme Bosch était soit membre, soit employé de la société de la secte des Adamites? Alors ça, maintenant, on est absolument sûr que non. C'est-à-dire qu'on revient à quelque chose d'extrêmement traditionnel. On pense que Jérôme Bosch était un bon chrétien, un bon catholique, plutôt épris d'ordre, et que c'est quelqu'un qui, au contraire, n'aurait eu
qu'une fascination, mais même beaucoup de rejet, aussi bien pour l'alchimie que pour les tendances sectaires, que pour tout ce qui peut relever évidemment d'une démarche comme celle des Adamites. Alors les Adamites, c'était l'idée de revenir à l'innocence d'Adam avant le péché, et tout ceci à travers la frénésie sexuelle. Donc on pourrait comprendre la multitude des couples dont vous avez parlé dans le panneau central du Jardin des Délices. Alors c'était assez séduisant. On sait que cette secte a eu beaucoup de succès à la fin du XVe siècle, au début du XVIe. Jérôme Bosch, sans aucun doute, n'en faisait pas partie. Alors vous dites Jérôme Bosch, son patronyme initial c'est Hieronymus van Aken, c'est ça? Absolument. Alors Jérôme Bosch, c'est un surnom, c'est un patronyme d'artiste, puisque son nom est effectivement Hieronymus van Aken. Et alors il choisit le nom de Bosch, que je prononce à la française, parce qu'il est originaire de la ville qu'en français nous appelons Bois-le-Duc, et qu'il s'appelle Hertogenbosch. Donc il reprend les dernières lettres du nom de la ville en flamand, et qui devient son patronyme. Et on peut dire qu'il est il est tombé dans le chaudron quand il était petit. Lui, il est né dans une famille de peintres. Il est totalement issu d'une dynastie, grand-père peintre, père peintre, un frère peintre, un oncle peintre. On est totalement dans une tradition, c'est une famille plutôt modeste, dont les origines sont sûrement à chercher vers Aix-la-Chapelle, et on retrouve notre Jérôme Bosch dans cette ville de Bois-le-Duc. Je préfère le prononcer en français, c'est plus facile pour moi. Et il serait né aux alentours de 1450. On ne connaît même pas sa date de naissance. Oui. Il mène donc, nous dites-vous, une vie relativement rangée. Il passe au moins extérieurement, parce que vous me permettrez d'avoir les plus grands doutes, mais extérieurement pour un bon chrétien. Oui. Et il a fait un beau mariage d'ailleurs. Il a fait un très beau mariage. On pense que vers 1478, il épouse la fille d'un riche aristocrate local. Donc c'est vraiment une évolution sociale. C'est une reconnaissance du personnage. Et il devient membre, plus tard, vers 1486-87, de la confrérie de Notre-Dame. Alors ça, pour moi, c'est très important. Parce qu'une confrérie dédiée à la Vierge, qui a pignon sur rue à Bois-le-Duc, n'aurait sûrement pas accepté parmi ses membres un personnage considéré comme gênant, scandaleux, voire hérétique. À la limite, ces tableaux, on fait souvent l'erreur. Oui, parce qu'il peint sur bois, effectivement. Ces tableaux sont presque plus choquants pour nous qui n'ont l'air de l'avoir été pour les contemporains. Complètement. C'est étrange, ce qui est totalement surprenant, c'est que j'oserais dire, avec une expression actuelle, que vers 1500, Jérôme Bosch est ce qu'on appellerait de nos jours un peintre culte. C'est vraiment quelqu'un qui est recherché par l'aristocratie, sans aucun doute par les commanditaires religieux. On sait qu'il y a des commandes très très prestigieux. Par exemple, nous savons que Philippe le Beau, le grand représentant de la famille des Habsbourg, lui commande un jugement dernier. Alors ça, c'est un jugement dernier dont on a perdu la trace. C'est un triptyque qui n'est pas identifié, mais il a donc des commanditaires ô combien important et à l'échelle européenne, et c'est un personnage qui devient une référence. Son étrangeté n'a donc pas du tout gêné les contemporains, il est une référence de la peinture. Qu'est-ce que l'on sait de ses influences, et notamment est-ce qu'il est allé prendre la température d'autres contrées? Alors le seul voyage dont on est maintenant à peu près sûr, c'est au tout début du XVIe siècle, un séjour à Venise. D'ailleurs, il y a des œuvres de Jérôme Bosch au Palais Ducal, au Palais des Doges à Venise, et qui sont liées à ce séjour vénitien. Alors, que sait-on sur le séjour vénitien? Absolument rien. On sait qu'il était à Venise, ça s'arrête à peu près là. C'est le seul voyage étranger qu'on connaisse. Une énigme enveloppée d'un mystère, ce Jérôme Bosch. Tout à fait étonnant. On ne connaît aucune date. La seule date certaine, c'est la date de ses obsèques, le 9 août 1516. En dehors de ça, tout est supposition, mais supposition qui maintenant va vers cette vie plutôt rangée. Celle, je cite, j'ai retrouvé un texte où il est mentionné membre notable de la confrérie de Notre-Dame. Donc en plus, il est considéré comme important. Inutile de vous dire, Serge Legas, que cette vie rangée ne nous amuse pas trop, nous, cet après-midi. Nous allons donc bien vite en revenir aux œuvres hallucinées du maître. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous parlez de l'énigmatique Jérôme Bosch, avec une vie bien rangée, on vient de le voir, mais des œuvres très mystérieuses. Et vous en parlez avec votre invité, Serge Legas, conférencier des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts. Alors je vois bien, Serge Legas, qu'il y a des aspects qui vous dérangent dans cette histoire. Je regrette, mais sur plusieurs tableaux,
on est en présence d'une sorte de germination étrange. Qu'est-ce que c'est que ces espèces de grands rhizomes là qui peuplent les... J'adorerais qu'on me l'explique. Ouais. Ça, je crois que ça fait partie justement d'une des notions les plus étonnantes de l'art de Bosch. C'est cette façon dont il recrée la nature. Et je crois que c'est ça, au fond, sa véritable idée, d'où des thèses que l'on vient d'évoquer. Une nature un peu organique, comme si les collines et les montagnes étaient faites de carapaces de crabes. Et de même que l'être humain peut devenir lui-même un personnage qui accueille en son corps d'autres figures. On a par exemple un thème qui est l'homme-arbre. Alors l'homme-arbre, c'est un personnage qui a une tête humaine, mais dont le corps devient une sorte de tronc. Et à l'intérieur, vous avez des personnages qui siègent, comme pour un repas. On retrouve ça d'ailleurs dans l'un des panneaux du Jardin des Délices. C'est complètement étrange. Et c'est toujours cette idée, le creux, le plein, l'idée du vide, l'idée du plein. Il y a beaucoup de notions qui sont toujours présentes. Transpercement, toujours. Très important. Avec des flèches partout, des pointes de lance. Et ce qui est aussi assez étonnant, ce qui apporte le plaisir, apporte la douleur. Dans les scènes d'enfer, on a souvent des hommes ou des femmes attachés à des instruments de musique et qui sont crucifiés sur des cordes de harpe, qui sont attachés de façon très dure à des instruments de musique. Le plaisir devient un malheur. On dirait que la musique est synonyme de bruit et de bruit infernal. Très nettement. Et puis la musique, c'est une des notions du plaisir terrestre. Mais la musique ne doit pas détourner, encore une fois, de la finalité qui est le monde de Dieu. Alors, il y a quand même dans cette œuvre pas mal de tableaux spécifiquement religieux. Le portement de croix du musée de Gand, par exemple. Et alors, le portement de croix du musée de Gand, c'est un bon exemple puisque c'est un tableau qu'on ne donne plus à Jérôme Bosch depuis la dernière exposition. Il a été désattribué. Alors, il vient d'être donné plutôt à un suiveur de Jérôme Bosch. Alors ça, voilà un problème qui est vraiment à évoquer. D'abord, l'œuvre de Bosch est extrêmement limitée en nombre puisqu'on aurait en tout et pour tout 25 peintures considérées comme vraiment de sa main. Donc, beaucoup d'œuvres seraient dues à l'atelier et seraient carrément dues à des suiveurs. Et c'est le cas du portement de croix de Gand qui est plutôt donné maintenant à un suiveur. Et la présentation du Christ, le Lecce Homo, c'est encore une œuvre relativement de jeunesse. De jeunesse, là il n'y a pas de problème. Et alors ce qui est intéressant, c'est que les œuvres de jeunesse, dont Lecce Homo fait partie, sont des tableaux qui se retrouvent plutôt là dans une tradition flamande de peinture religieuse, telle qu'on en aurait chez Dirk Boots par exemple. Les premiers tableaux sont encore relativement sages et ils traitent les sujets comme les peintres flamands les traitaient à l'époque. C'est quelques années plus tard que Bosch se libère de cette production de jeunesse qui est justement à thématique religieuse dans la tradition picturale et qu'il devient ce peintre étrange où il crée entre autres un thème récurrent chez lui qui est le jugement dernier. Alors ça, il y a une obsession du jugement dernier dans la peinture de Bosch. On peut comprendre qu'un souverain aussi rigide sur le plan des mœurs et de la religion que l'était le roi Philippe II d'Espagne, le plus catholique des rois très catholiques, on peut comprendre qu'il se soit pris d'intérêt pour une œuvre aussi étrange. Déjà, Philippe II était un grand amateur de peinture. C'est un grand collectionneur de façon générale. Le Prado en est la preuve, parce que beaucoup de tableaux du Prado ont été acquis à l'époque de Philippe II. Et c'est vrai que Philippe II achètera entre autres 5 tableaux importants en 1570, donc 60 ans après la mort de Bosch. Et c'était une peinture qui le séduisait. Alors là aussi, pour moi, ça confirme encore une fois le rejet de toutes les thèses sectaires, hérétiques, alchimistes qu'on évoquait. Je pense qu'un roi aussi catholique que Philippe II ne serait pas trompé sur les intentions du peintre qu'il aimait à collectionner. Je pense qu'il ait retrouvé une orthodoxie religieuse qui était la sienne. Est-ce que les expositions, donc celle qui vient de s'achever, que vous avez vue au Pays-Bas, à Bois-le-Duc, absolument. J'imagine que vous allez aller voir celle avec grand plaisir cet Prado. été, bien sûr. Est-ce que ces expositions font avancer la connaissance de Jérôme Bosch? Beaucoup. Alors justement, une des choses qui a beaucoup changé, c'est le problème des attributions, puisque nous avons, alors on a déjà un problème énorme, vous en avez parlé, c'est le problème des datations. Alors là, aucun spécialiste n'est d'accord sur les dates des tableaux, à part la production de jeunesse, mais on est beaucoup en train de libérer l'œuvre de Bosch, de tableaux qu'on lui avait un peu attribués généreusement et qui ont été remis en cause. Par exemple, le portement de croix de Gand, une des versions de la Tentation de Saint-Antoine qui est à Bruxelles, est également plutôt considérée comme une œuvre de suiveur et non pas comme un tableau de Bosch lui-même. Et puis nous avons, moi je dois dire que je suis très triste, un tableau que j'adore, mais la fameuse table des 7 péchés capitaux du Prado, qui est aussi un tableau qui est actuellement un tableau sur lequel on a des doutes par rapport à vraiment le côté autographe du tableau. Qu'est-ce qui permet d'attribuer ou de désattribuer de tels tableaux?
Alors beaucoup de choses, les études en laboratoire qui permettent de voir la technique et on peut voir des différences. Entre autres, on s'est posé même la question à une époque s'il n'y aurait pas plusieurs mains sur les tableaux de Bosch, c'est-à-dire s'il n'y avait pas des apprentis qui pouvaient intervenir également dans des parties un peu secondaires. Et c'est parfois la technique qui permet de laisser des tableaux qui ne correspondent pas à cette écriture qui est celle de Bosch. Si l'on est parisien, où est-ce qu'on peut voir un Bosch? Alors, si on est parisien, on a un Bosch au Louvre. Et alors ça, c'est la grande révélation de cette année, puisque le tableau du Louvre, qui s'appelle la Nef des Fous, Oui. bien maintenant, nous sommes pratiquement certains, nous sommes même tout à fait certains que c'est un tableau qui provient d'un triptyque qui a été démembré à la fin du 19e siècle. Et ce serait un tableau qui faisait partie d'un triptyque entièrement sur le thème des 7 péchés capitaux. Et ce qui est exceptionnel, on a pu reconstituer les 2 volets latéraux, le volet gauche, le volet droite. Par contre, le panneau central est totalement perdu pour l'instant. Et on aurait donc une association des 7 péchés capitaux, 2 dans chacun des volets latéraux, et puis évidemment les péchés capitaux qu'il nous manque dans le panneau central, mais qui lui est complètement perdu. Il y a quand même chez Bosch comment pourrait-on dire, cet équilibre fragile entre raison et folie tout de même. Totalement. C'est-à-dire que ce qu'il nous donne à voir est parfois aux extrêmes limites de ce qu'un esprit raisonnable peut encore accepter. Je pense au célèbre chariot de foin, par exemple. Ça c'est extraordinaire, le panneau central, parce qu'il y a encore un triptyque, mais le panneau central, ce chariot de foin, on a une humanité qui vient grappiller tout ce qu'elle peut de ce chariot de foin, et qui est une humanité qui court vers les biens terrestres, avide, voilà. Et qui oublie absolument. Alors il y a un détail merveilleux dans ce tableau, c'est que sur le chariot de foin, on a un petit diable en tout de bleu coloré qui danse, puisqu'évidemment le monde est totalement sous son emprise. Par contre, il y a un petit ange qui se tord les mains en regardant le Christ qui est dans le ciel, le Christ qui montre ses plaies, et on a envie de dire tout ça pour ça. Personne ne regarde le Christ à part ce petit Incroyable. ange. L'humanité ne pense qu'au bien terrestre et à s'entretuer pour avoir plus d'honneur, plus de reconnaissance. Alors là, il y a 2 interprétations possibles. Soit Jérôme Bosch est un homme d'une délicatesse infinie et ne veut pas trop insister sur le message et laisse à chaque spectateur le soin d'aller trouver la voix et le message, comme c'est dans le monde du reste. C'est-à-dire qu'il faut au milieu du bruit et de la fureur tracer son petit chemin, trouver sa voie jusqu'à une forme de révélation et de vérité. Ça, c'est la bonne version. Ou alors cet homme est le peintre le plus hypocrite de toute l'histoire et sous prétexte de scènes qu'il essaie de justifier de manière religieuse, il laisse s'exprimer de la manière la plus débridée ses pulsions les plus inavouables. Les plus inavouables, ou aussi une chose, moi je pense que Jérôme Bosch est profondément un pessimiste, et je crois que cette œuvre qui parfois nous amuse, nous étonne, c'est une œuvre terrifiante. Il n'a aucune confiance en l'humanité. L'humanité est une humanité corrompue. Les hommes et les femmes sont cupides. Ce sont des personnages détestables et d'ailleurs très peu d'entre eux seront sauvés. Quand on compare les parties paradis, les parties enfer chez Jérôme Bosch, il est évident qu'il y a beaucoup plus de damnés que d'élus dans son univers. Et Jérôme Bosch est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un qui a un regard noir sur l'humanité. Cette humanité est corrompue, elle est détestable et au fond, même le sacrifice du Christ paraît évidemment un cadeau beaucoup trop important pour cette humanité qui ne le mérite pas. La mort du Christ, le passage humain du Christ, c'est une chose que l'humanité ne méritait pas. Une humanité relativement bestiale et qui trouve à s'exprimer dans le caractère hybride d'un certain nombre des créatures inventées par Bosch. Dès qu'on approche du monde infernal, c'est d'ailleurs ce qui pourrait soutenir la thèse que le panneau central du Jardin des Délices serait un faux paradis en fait, puisque là on a des créatures hybrides. Dans le vrai paradis, on a les animaux, on a Adam et Ève, on n'a pas de mélange. Dans la partie faux paradis, là l'être humain devient un être hybride entre animal, entre végétal également, et tout ceci se mélange d'une façon trompeuse. Moi je crois beaucoup à l'idée de la tromperie chez Jérôme Bosch. Vous pensez qu'on a une chance un jour d'en savoir davantage sur sa biographie et d'être éclairé sur les meurtrissures, les blessures qui l'auraient amené à être à ce point torturé intérieurement? Alors on peut toujours rêver de découvertes, de textes qui subitement nous apprendront. Ça serait, moi j'y crois peu. Je pense qu'à l'époque, les
archives ont été quand même beaucoup dépouillées, étudiées, et qu'on a quand même assez peu de chances de trouver un texte explicatif. Ce qu'il y a, ça sera l'évolution de la pensée, l'évolution de la connaissance, la façon dont on se libère nous-mêmes de lecture. Vous avez parlé de la psychanalyse. C'est vrai que de nos jours, la lecture psychanalytique est beaucoup moins, évidemment, en faveur pour l'œuvre de Bosch. Nous sommes dans une époque qui s'intéresse plus à la théologie qu'à la psychanalyse. Absolument. Ça, c'est un fait. Et les explications qui, en ce moment, sont le plus souvent données des délires, si j'ose dire, des délires maîtrisés de Jérôme Bosch, est une explication religieuse. On nous dit qu'en fait, il ne faut pas le dissocier du mouvement de fond qui était en train de travailler les sociétés de l'époque, qui est un mouvement vers la réforme et vers le retour aux Écritures, en fait. Il y a ça, il y a deux choses. Il y a la une réforme, religion plus naturelle, en fait. Exact. Et puis ce que l'on appelait chez les catholiques la dévotion moderne. Alors la dévotion moderne, c'était justement une religion qui se voulait moins dogmatique et qui devait être basée sur la prière et la méditation. C'était une religion plus affective. Et comme par hasard, les idées de Luther et de la réforme, d'une certaine façon, reprendront également cet aspect-là. Il faut quand même savoir que Bosch meurt en 1516, Luther placarde ses thèses à Wittenberg en 1517. Il y a une concomitance, à mon avis, très intéressante. Et ça, c'est vrai que ça pourrait quand même expliquer en grande partie dans un contexte. Le questionnement d'une époque, voilà, c'est certain. Alors, bien sûr, nous n'avons pas parlé là de technique, ou presque pas. Vous nous avez dit que la peinture était sur bois. Quelle est la technique employée par Bosch ? Il travaille à l'huile, comme maintenant tous les peintres flamands, il travaille sur bois. Et Bosch travaille avec une écriture très rapide. Alors ça, c'est une différence avec la génération précédente, les Van Eyck, Van der Weyden, qui font des peintures très subtiles, très délicates, avec des couches de couleurs superposées, pratiquement les fameux glacis. Bosch, au contraire, c'est une écriture plus rapide, plus libre. Par certains côtés, on a même une écriture qui est une écriture qui peut donner un sentiment de grossièreté apparente. On est moins dans le raffinement par rapport à ce que font les autres peintres. Encore une originalité. Techniquement parlant, il est à part par rapport aux autres peintres flamands. Et dernière originalité, si je peux dire, c'est qu'il faut quand même se souvenir d'une chose. Ce peintre qui nous paraît aussi très médiéval dans ses interrogations est quand même un exact contemporain de Léonard de Vinci. Et quand on regarde leur peinture, on a l'impression qu'il y a 100 ans d'écart, évidemment en faveur de Léonard. C'est aussi l'originalité de Bosch, ce côté médiéval profondément assumé. Et en même temps, un Moyen-Âge qui nous parle avec des formes très proches des nôtres. Bosch est un grand dessinateur, faut pas l'oublier. Un exceptionnel dessinateur, même si nous connaissons très peu de dessins de lui, on connaît une vingtaine de dessins qui sont pratiquement tous à la plume et à l'encre. Merci infiniment Serge Lega. Certains privilégiés auront la chance de visiter en votre compagnie cette exposition Jérôme Bosch du musée du Prado qui s'ouvre le 31 mai prochain et qui va attirer les foules pendant tout l'été jusqu'au 11 septembre. Et puis, je vous le disais, nous avons feuilleté pendant tout le cours de cette émission le très beau livre de Till Holger Borchert aux éditions Azan. Ça s'appelle Bosch par le détail, dans la collection Par le détail, qui s'intéresse aussi à d'autres peintres et qui permet de jeter sur cette œuvre tellement profuse et tellement fourmillante des regards qui parfois sont assez indiscrets. Dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand vous donne les origines de l'expression faire chou blanc. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec pour vous, Franck, aujourd'hui une question de Floriana qu'elle a postée sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Pourriez-vous nous expliquer l'origine de l'expression faire chou blanc ? Eh bien, figurez-vous que ça n'a rien à voir avec le chou, avec le légume de la famille des brassicacées. Rien à voir du tout. Faire chou blanc, ça remonte à un jeu. On est au XVIe siècle. Vous savez qu'à l'époque, les gens bien, si je puis dire, la cour, etc., jouent au jeu de paume. Et le peuple a plutôt tendance à jouer aux quilles. Un peu l'ancêtre du bowling, si vous voulez. On joue aux quilles beaucoup dans la province du Berry, où se pratique une des langues d'Oïl, qu'on appelle le berrichon, bien entendu. Et lorsqu'on joue et qu'on ne marque aucun point, que votre boule tombe dans la rigole et ne fait pas tomber de quille, eh bien vous faites un coup blanc. Sauf qu'en berrichon, coup, ça se dit chou, n'est-ce pas? Et donc faire chou blanc, ça vient de là, ça veut dire faire coup blanc en vérité. Il y a plus beaucoup de mots qui aujourd'hui sont directement hérités du berrichon. Il y a quelques petites expressions. Quand on dit stanto, par exemple, pour parler de cet après-midi, mais ça se dit presque plus maintenant. Et puis un pochon pour désigner un sac en papier ou en plastique. Tout ça me rappelle mon enfance, qui pourtant n'était pas berrichonne.